la conférence au cœur des villes et des villages et des repas bio pour tous les âges va commencer. Alors bienvenue à toutes et à tous. Cette conférence donc est organisée dans le cadre de la campagne Cuisinons plus bio, une campagne de sensibilisation et de mobilisation des chefs de la restauration collective, une campagne en fait qui est organisée par l'agence bio. Alors je suis Julien Pic, en charge de la restauration hors domicile sur l'agence bio. Et nous aurons aujourd'hui alors 4 intervenants. Malheureusement, le gérant Croque-la-Vie, président de Kidi Bio, Anthony Béarel, n'a pas pu prendre son train ce matin, en cause des retards. Nous aurons donc Laetitia Devigne, directrice mission et impact de la société Restoria. Nous aurons également Blandine Zorel, directrice de la cuisine centrale de Caluire et Cuire. Nous aurions également qui sera accompagnée de Floriane Camilleri, donc, qui travaille sur tout le projet d'animation autour de la cuisine centrale, et le directeur de Biocop Restauration, David Merdrignac. Pour un petit mot d'introduction, les prochaines élections auront lieu donc en 2026. On peut dire que le mandat actuel a été quand même assez chamboulé. Déjà, il a démarré avec la crise Covid en 2026, avec une interruption de l'entre-deux tours. On a connu également conflit militaire. On a connu également une inflation alimentaire à 2 chiffres pendant 2-3 ans. Tout ceci, en fait, a contribué à mettre sous tension en fait, notre système d'approvisionnement alimentaire et notamment notre capacité aussi à produire, sachant qu'en plus, d'après en fait, une récente étude de l'INSEE, la précarité alimentaire s'est creusée en France. Donc, si je reprends en fait les éléments d'une étude récente de la FAO, le coût caché de notre alimentation en 2024 a été évalué à 170 milliards d'euros. Une autre étude plus récente qui a été réalisée par le BASIC, qui a notamment mesuré les dysfonctionnements de notre système d'alimentation, a évalué ce coût à 19,1 milliards d'euros. Sur ces 19,1 milliards d'euros, nous avons 11,7 milliards d'euros qui sont liés en fait donc qui impactent en fait notre santé, notamment sur des questions de diabète et d'obésité, 11,7 milliards d'euros. Nous avons également 3,4 milliards d'euros pour atténuer le réchauffement climatique, dépolluer l'eau, et nous avons également, d'après cette étude, 3,3 milliards d'euros de coûts sociaux pour compenser la précarité liée à la faible rémunération des acteurs du secteur agricole et agroalimentaire. Si l'on regarde les soutiens publics au système alimentaire français, les collectivités territoriales lui auraient consacré 9,49 milliards d'euros en 2021, dont 8 milliards d'euros, un petit peu plus de 8 milliards d'euros, pour la restauration collective. Donc on voit que la restauration collective représente un enjeu important de structuration de filière et de capacité à pouvoir aussi soutenir notre production et également de cohésion sociale. La restauration collective publique est au cœur des villes et des villages. C'est donc un amortisseur de choc, un lieu de socialisation, un lieu d'apprentissage, je pense que Florian témoignera là-dessus, et également de transformation des pratiques alimentaires sur les territoires. J'aurais pu évoquer notamment le rôle des programmes alimentaires territoriaux sur la structuration des filières. Remettre et préserver au cœur des villes et des villages cette question alimentaire, c'est tout d'abord remettre de l'activité sur les territoires et garantir, ce que je disais tout à l'heure, la cohésion sociale. Remettre du bio au cœur des repas, c'est faire encore plus pour notre santé, la planète, et répondre à la nouvelle génération qui souhaite s'installer en agriculture. C'est aussi répondre aux attentes de notre société. La mobilisation de cet été contre la loi Duplon est là pour nous le rappeler. Du coup, je vais lancer la conférence. Et notamment, donc Anthony malheureusement ne sera pas présent. Nous allons commencer par la ville de Caluire et Cuire. La cuisine centrale de Caluire et Cuire prépare également des repas pour les crèches, mais pas que. Voilà. Mais du coup, peut-être que vous pourrez me parler un petit peu des crèches, Blandine et Floriane. Blandine, pouvez-vous nous présenter l'activité et le fonctionnement de la restauration collective de la ville de Caluire et Cuire? Bonjour à tous. Donc, la ville de Caluire et Cuire, c'est 43 500 habitants, pour vous situer un peu l'agglomération. On a une cuisine centrale de 2500 qui prépare 2500 couverts jour, donc on n'est pas une grosse cuisine centrale.
et on ne tient pas forcément à l'être aussi. On nourrit les écoles primaires publiques de la ville, une maison de retraite, on fait du portage à domicile et on a récupéré depuis septembre toutes les crèches de la ville qui étaient en délégation auparavant. Donc on fonctionne en liaison froide et on a à peu près une quinzaine de personnes qui produisent et livrent les repas. Donc en 2018, s'est posé la question de la précédente cuisine centrale qui était vieillissante et plus du tout aux normes. Et on était vraiment coincés avec nos 2300 couverts. Donc la municipalité a choisi de construire une nouvelle cuisine centrale. Et donc il a fallu se lancer dans les plans. Au début, on était moitié inox, moitié plastique. Et donc 2018, c'est la loi Egalim, 2020, la loi AGEC. Donc le projet a été modifié moult fois. Donc on est passé en tout inox, donc on a poussé les murs, on a mis plus de stockage. La loi Egalim aussi nous a poussé bien sûr à tendre vers les 20% de bio. On n'était pas tout à fait, on devait être à 10-15% en 2020. Et ben on est parti sur la lutte contre le gaspillage, on est parti sur le fait maison plus. Donc on a intégré une pâtisserie au sein de la cuisine centrale. En quelle année du coup ? Donc là, la cuisine centrale a ouvert en décembre 24. Donc de 2018 à 24, avec le Covid, il a fallu tout ce temps pour faire cette cuisine centrale. Et puis on a aussi une légumerie de 80 mètres carrés. Parce que la municipalité a fait le choix de se lancer dans la création d'une ferme urbaine qui sera à 500 mètres de la cuisine centrale. Donc ça va aussi nous aider probablement à faire de la pro-bio un petit peu plus qu'on ne le fait à l'heure actuelle. Et cette légumerie salarie combien de personnes aujourd'hui ? Alors on a fait une délégation de service et on en est très fiers puisqu'on a sous-traité à un ESAT. Donc on a un groupe de 5 jeunes en situation de handicap qui sont encadrés par une monitrice. Et il nous faut fonctionner la légumerie tous les jours, tous les matins. Donc ils font partie intégrante de l'équipe. Donc c'est le volet un peu social du développement durable au sein de cette cuisine centrale. Très bien, merci Blandine. Merci. Du coup, je me tourne vers Laetitia. Donc Laetitia qui est directrice en fait du RSE et de l'impact chez Restoria. Du coup, vous travaillez donc pour cette société. Elle déploie son activité sur le Grand Ouest. De nombreuses collectivités en fait prennent le soin de vous confier en fait la préparation et le service des repas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'activité de Restoria aujourd'hui ? Oui, bonjour à tous. Donc nous, Restoria, on est basé dans le Grand Ouest. Aujourd'hui, on nourrit des convives qui vont de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par le handicap, le portage à domicile aussi. On prépare à peu près 65 000 repas par jour. Et on accompagne aussi bien des collectivités publiques que des acteurs dans le privé. On a deux grandes prestations. Une prestation où on va cuisiner des repas dans nos grandes cuisines et aller les livrer en liaison froide chez nos clients qui vont assurer la remise en température. Et nos 3 grandes cuisines, on en a 3, ont aussi leur propre légumerie, leur propre pâtisserie et aussi leur charcuterie, puisque à l'origine, Restoria a été créé par 2 artisans charcutiers. Donc on fait nos propres charcuteries. Donc le fait maison, c'est depuis la création de l'entreprise. Et puis l'autre prestation qu'on a, c'est d'assurer la restauration sur place dans les locaux de nos clients. Et donc là, on va avoir nos équipes qu'on va mettre sur place, qui vont cuisiner sur place et faire leurs approvisionnements aussi sur place. Voilà. Pourquoi on dit qu'on accompagne ? Parce que nous, on n'a pas envie de faire juste nourrir, on veut nourrir de façon durable. Et donc, on a mis vraiment au cœur du projet de l'entreprise le fait de se dire, on a plein d'enjeux sociaux et environnementaux et on veut les mettre dans nos statuts d'entreprise. Donc, on est devenu une société à mission. On s'est fixé des grands objectifs pour répondre aux défis. Et ça, on en rend compte tous les ans. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut accompagner nos clients vers plus d'alimentation durable, parce qu'on a l'expertise de l'alimentation qui est dite durable. Voilà. Donc, on a vraiment cet enjeu d'accompagner les acteurs pour, quelque part, qu'on avance ensemble et de se dire,
on va pas prendre que des acteurs engagés finalement. C'est peut-être aussi ça la clé, c'est de se dire que tout le monde avance comme il peut. Donc il y a des acteurs qui sont très très engagés, c'est super, mais c'est pas tout le monde en fait. Et de se dire c'est comment ensemble on arrive à faire évoluer les choses, même si tout le monde va pas au même rythme. Merci. Du coup, actuellement, votre activité avec les collectivités, j'imagine que vous travaillez avec des résidences seniors, des EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit chiffre du nombre de collectivités avec qui vous travaillez et le territoire d'intervention, puisque vous nous avez évoqué 3 cuisines. Voilà, est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu une géographie et un peu aussi les relations? Alors nous, notre siège social est basé à Angers. On rayonne sur 16-17 départements, donc ça va de la Bretagne jusqu'au bas de Poitou-Charentes, on va dire. Voilà, donc c'est ce côté Grand Ouest sur lequel on est. On n'a pas de vocation à devenir nationaux. On est des régionaux, on reste où on est, mais voilà. Nos clients, on va dire, c'est 50% de collectivités, 50% d'acteurs privés. C'est à peu près moitié-moitié. Ça représente plus de 850-900 clients en tout. Ouais. D'accord. Et en nombre de repas, vous avez une petite... 65 000 repas jour. 65 000 repas jour. Très bien. Merci beaucoup. Moi, je me tourne vers David Merdrignac, donc directeur de Biocop Restauration. Alors, on connaît tous Biocop comme le leader des magasins spécialisés bio. Beaucoup moins Biocop Restauration. C'est une activité qui s'est développée peut-être récemment. Du coup, David, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles Biocop se positionne aujourd'hui sur le marché de la restauration collective? Oui, merci Julien, bonjour à tous. Biocop Restauration, c'est la filiale de Biocop grossiste 100% bio. Et notre métier, c'est d'approvisionner la restauration hors domicile, que ce soit la restauration commerciale ou la restauration collective. Alors, ça fait plus de 20 ans qu'on existe, parce qu'on existe depuis 2002. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup plus de quelques années. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe, donc avec un savoir-faire. On est le prolongement politique de Biocop et on est en mesure d'approvisionner tout secteur. C'est-à-dire qu'on est à la fois présent sur la petite enfance, sur des crèches. On est présent sur le scolaire, que ce soit sur les écoles, sur les universités. Présent sur le médical, sur la santé. On est présent dans les restaurants d'entreprise. Présent également auprès des sociétés de restauration concédées. Tous les acteurs de la RHD, on est présent. On a aussi la faculté de proposer toutes les unités de besoin. C'est-à-dire qu'on a une gamme complète d'épicerie, évidemment, de fruits et légumes, d'ultra frais, de surgelés, de non alimentaires. On couvre toutes les unités de besoin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois en capacité de proposer du gros volume, que ce soit du vrac ou que ce soit des gros volumes pour la restauration collective, mais aussi on peut proposer toutes les références que vous pouvez trouver dans les magasins Biocop, ce qui nous donne la possibilité d'avoir quasiment 7000 références à disposition. Donc ça, c'est un vrai plus. Tu le disais tout à l'heure, effectivement, la restauration hors domicile rentre dans la stratégie générale de Biocop avec la filiale de Biocop Restauration. Et effectivement, on a pour ambition de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 2029 en lien avec les magasins, en s'appuyant sur le maillage territorial de nos 740 magasins qui passeront d'ici 2029 à 900 magasins. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on est présent sur l'ensemble du territoire. On s'appuie sur nos 4 plateformes logistiques de la coopérative qui sont basées en Bretagne, en Île-de-France, Sud-Ouest et Sud-Est. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'être au plus proche de nos clients et de réduire notamment, entre autres, notre impact carbone qui fait partie d'un des axes stratégiques de notre politique de RSE. Parce que ça soit Biocop ou Biocop Restauration, la politique RSE est au cœur de notre ADN, avec 3 objectifs principaux. C'est d'accélérer la transition écologique, évidemment, c'est de proposer une bio exigeante, et puis, évidemment, c'est l'économie sociale et solidaire. Merci David. Du coup, on a évoqué tout à l'heure, donc là, vous nous avez présenté un petit peu vos différentes activités. On a évoqué tout à l'heure le rôle structurant en fait, de la restauration collective. Du coup, bien, je vais rester avec David. En fait, comment aujourd'hui vous travaillez cette structuration de filière avec des producteurs, des transformateurs? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et voilà, le sourcing produit, comment il est travaillé et comment vous mettez en adéquation l'offre et la demande? Déjà, avant de répondre à cette question-là, ce qui est important, c'est que nous, on a un objectif chez Biocop, c'est de rendre la bio accessible, une bio exigeante et désirable partout et pour tout le monde. C'est important parce qu'on a des ambitions qui sont fortes, ça va au-delà de l'accessibilité pour tous
on a aussi cette notion de désirabilité. Et c'est important parce que c'est important de se dire qu'on veut convaincre les consommateurs de la qualité des produits, on veut convaincre aussi les consommateurs et on veut convaincre aussi les professionnels que c'est bon de consommer bio, il y a du goût, c'est convivial. Donc on n'est pas, comme dit notre président, qui dit souvent qu'on n'est pas que des mangeurs de graines, et c'est vrai, la bio, c'est pas que des mangeurs de graines, et on est capable de proposer des produits de qualité. Et puis évidemment, avec une bio exigeante, ça c'est important de le souligner, parce qu'on veut promouvoir et renforcer notre modèle de Biocoop pour répondre aux enjeux qu'il peut y avoir sociaux, environnementaux et autres. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, on est régi sur le même cahier des charges et le même critère d'achat que la coopérative Biocoop, avec des critères exigeants. Donc on est évidemment 100% bio. Toutes nos 100% de fruits et légumes sont de saison. Vous ne trouverez pas de tomates en milieu d'année chez Biocoop. Il y a 0 OGM, il n'y a pas de transport en avion. C'est 21% du commerce du vrac, c'est 17% du commerce équitable. Donc vous voyez, c'est des critères qui sont extrêmement exigeants, extrêmement drastiques. Et puis sur la valorisation notamment de l'offre locale, le bio, on est en lien avec nos PPA, nos producteurs paysannes associés, qui sont au nombre de 21, mais on est aussi partenaire avec 12 000 producteurs, où on a 4 filières. On a la filière lait, la filière viande, la filière céréales et la filière fruits et légumes. Et on a, avec nos PPA, lancé depuis maintenant un certain nombre de temps la relocalisation de nos filières bio. C'est-à-dire que là où on peut relocaliser nos filières, on le fait avec nos PPA pour 2 enjeux importants, ou en tous les cas 2 objectifs. C'est de permettre un approvisionnement français, d'accord, et ça permet de proposer aussi une offre locale. Je vais vous donner un exemple. On a relocalisé la filière moutarde dans l'Aude avec nos PPA qui ont fourni les graines de moutarde. On a relocalisé la filière framboise bio dans la région plutôt des Hautes-Loire et de l'Ardèche. On a relocalisé la filière également le miel sur la Corrèze, les Hauts-de-Vienne. Donc vraiment, on a ces enjeux avec Biocoop et avec nos partenaires de producteurs de relocaliser toutes les filières. Là, on a la possibilité de le faire parce qu'on veut vraiment garder cet équilibre producteur-commerçant, proposer une bio exigeante et avec véritablement proposer le circuit court. Merci beaucoup David. Du coup, je me tourne vers Blandine. Blandine, je ne vous ai pas posé la question du pourcentage de bio dans la cuisine, mais du coup, je pense qu'il est assez élevé. Et j'aimerais savoir un petit peu comment la ville de Caluire-et-Cuire a travaillé sur ce sourcing produit et est arrivé en fait à ce niveau des 45%, sachant que bon, il existe Biocoop Restauration, mais on a aussi beaucoup de réseaux qui existent en France et qui au quotidien approvisionnent la restauration collective. Alors c'est vrai que pour augmenter ce pourcentage d'achat, le sourcing est ultra important. C'est-à-dire qu'il faut déjà sortir de sa cuisine et puis aller voir ce qui se passe autour de nous. Alors, il y a Biocoop Restauration qui voit France entière, mais on peut aussi voir local, des petits producteurs. Donc, bon, nous, on a fait bien sûr des salons, les salons Restoco et le Forum Agores, qui nous permettent déjà de rencontrer pas mal de fournisseurs. Et après, on est allé vers les agriculteurs pour voir ce qui était possible de faire ensemble. Et après, on fait les appels d'offres des marchés. On essaye de faire des lots sur lesquels les producteurs puissent répondre. Si on repère une huile bio, par exemple, on peut faire un lot huile, tout simplement. Il faut essayer de fermer un petit peu plutôt que de faire des lots qui sont énormes et où les plus petits ne peuvent pas répondre. Et après, dans la notation qu'on va faire sur chaque dossier, il faut que le développement durable, la qualité du produit et le circuit court soient privilégiés et bien notés. C'est-à-dire que le prix ne doit pas prendre toute la note. Donc ça, c'est un choix que fait la municipalité. Et puis après, nous, au niveau de Lyon, puisque Caluire est accroché à Lyon, on a aussi un réseau de responsables, de directeurs de restauration. On communique beaucoup, on nous donne un peu nos bons plans. On a aussi un réseau de diététiciennes sur le secteur où on partage énormément
les appros qu'on peut avoir qui nous donnent satisfaction et qui sont sains et durables. Et du coup, quelle a été l'évolution du taux de bio chez vous? On est passé, nos marchés ont changé en 2024. Alors déjà avant, je passais hors marché pour le coup avant, c'est parce qu'il fallait que je développe le bio, mais je ne les avais pas dans mes marchés, donc j'ai pu le faire comme ça et on est passé de 10-15% à 45% à l'heure actuelle. Alors après, on va avoir la ferme urbaine qui va encore nous faire monter ce taux, mais on travaille déjà avec notamment BioApro sur le secteur, sur tous nos appros en fruits et légumes bio. Et cette ferme urbaine fait partie en fait du réseau des fermes municipales en France. Oui, elle sera dans le réseau Elle sera dans le réseau, oui. Ouais. Et donc à 500 mètres de la cuisine, donc on a déjà notre maraîcher qui travaille avec nous sur les volumes qu'il va pouvoir sortir, sur ce qu'on souhaite cuisiner, parce que par exemple le potiron c'est un peu plus compliqué dans une légumerie, mais le potimarron ça se fait très bien, le butternut aussi, donc on choisit un peu les semences avec lui, donc c'est chouette, c'est intéressant, et on va faire fonctionner notre légumerie par tous ces appros locaux, ultra courts et bio. Merci Blandine. Du coup, je me retourne du côté de Laetitia. Donc Laetitia, vous nous avez évoqué tout à l'heure que Restoria était une société à mission. Vous avez effectivement tout un tas d'indicateurs, j'imagine, aujourd'hui pour aller vers le développement durable. J'imagine que le sourcing produit fait partie, bien évidemment, de ces indicateurs-là. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment vous avez organisé votre sourcing produit et puis, effectivement, peut-être le lien avec la formation dans les cuisines ou ces aspects-là? Oui, alors aujourd'hui, les approvisionnements bio, ça fait longtemps qu'on en faisait. Après, nous, on est quelque part, on est le dernier maillon, donc on travaille aussi avec une offre en amont, mais aussi avec une demande client. Et comme on voit à côté, elle a évolué, et c'est ça, on s'adapte aussi à la demande. Donc notre taux de bio, il a aussi augmenté énormément. En 2008, on était allé peut-être à 4-5%. Aujourd'hui, on est rendu à 13,6% de tout notre approvisionnement bio. Alors, c'est sûr, c'est pas la loi Egalim. On n'est pas aux 20%. Mais parce qu'aussi, on s'adapte à un marché. Et aujourd'hui, c'est pas tous les acteurs qui demandent une conformité Egalim dans leurs appels d'offres. Donc, tous les marchés publics, oui. Mais les marchés privés, non. Donc nous, on est capable de faire d'aller jusqu'au 60-70% de bio. On a des contrats comme ça. Et on a aussi des contrats qui, aujourd'hui, ont presque pas ont aucune exigence bio dans leur contrat. Et donc, nous, on essaie d'influencer, de faire évoluer, à chaque fois quand on répond à un appel d'offres dans le privé, on valorise, évidemment, le fait que, ok, on va peut-être répondre à leur marché, mais on leur dit, attention, vous avez Egalim, vous êtes soumis, et on leur fait une contre-offre. Sur l'enseignement, par exemple, sur les acteurs privés, s'ils ne nous demandent pas un cahier des charges conforme Egalim, nous, notre offre, elle ne descend pas en dessous de 10%, la plus basse. Ça, c'est pour la restauration privée. Privée en enseignement. Mais par contre, sur la santé, en privé, on n'a quasi aucun appel d'offres qui demande du bio, presque pas. Et ouais, c'est une réalité, c'est pour ça, quand on nous dit vous êtes qu'à 13,6, la restauration collective, elle est à 6,5. Donc on est déjà à plus du double. Le truc, c'est que en fait, les acteurs qui demandent pas de bio, qu'est-ce qu'on fait? On leur répond pas. Nous, honnêtement, on n'a pas les moyens financiers de renoncer à tous les clients parce qu'on a une pérennité d'entreprise à assurer. Et aujourd'hui, c'est ça la dualité d'une entreprise. Quand on est dans le développement durable, on doit assurer la pérennité, aller dans une alimentation plus durable, mais c'est sur toute une filière que ça se joue. Et c'est pas que nous tout seuls. Donc en fait, c'est vraiment, faut penser évolution filière. Mais la réalité du terrain, c'est ça. Donc il faut vraiment se dire ça. Une fois qu'on a dit ça, nous, on essaie de travailler et d'avancer. Après, une des clés pour aller vers plus de bio, c'est d'aller faire un sourcing qui est au plus proche d'eux. Tout à l'heure, on disait on a 900 clients. Ces 900 clients, quand on est sur une grande cuisine, on est plus proche d'une grande ville, c'est plus facile, on a plus de volume, donc c'est plus facile d'avoir les approvisionnements. Quand on est dans des petites communes, et on en a plein, des petites communes qui sont au milieu du département, avec des couverts, peut-être 100 couverts par jour, c'est pas des gros volumes pour des distributeurs. Et puis un petit producteur qui est à côté, il a peut-être pas toujours la logistique, il peut peut-être pas toujours livrer ou que certains produits, donc ça vient complexifier les menus, etc. Et donc nous, on a créé un poste qui s'appelle le coordinateur de l'alimentation durable chez nous et qui a pour une de ses missions,
c'est de se dire comment je vais à la rencontre des producteurs, je vais visiter leurs fermes, je vais leur demander leurs contraintes, je les mets en lien avec mes chefs gérants. Et sur une zone, je vais me dire, ok, ce producteur, il peut rayonner sur tant de kilomètres, j'ai tant de restaurants, comment je les mets en lien, quels produits je vais prendre, comment je m'engage sur des volumes. Parce qu'après, référencer un fournisseur, si après vous ne le faites pas travailler, un producteur, ben en fait, vous ne l'aidez pas, quoi. Il ne peut pas compter sur vous. Donc nous, on s'engage sur des volumes en essayant de se dire, un même producteur, il va peut-être réussir à livrer 4 restaurants. Et on va faire ça sur nos 16 départements. Donc c'est vraiment un investissement de se dire, il faut qu'on crée du lien, qu'on aille voir leurs contraintes, qu'on aille voir ce qu'ils veulent développer, comment ils peuvent fonctionner, quels emballages. Et ça, depuis qu'on a ce poste, ça a contribué à ce que l'année dernière, on gagne 1,5 dans le bio. Donc il y a aussi les contrats de nos clients qui évoluent et qui demandent plus de bio, mais il y a aussi un sourcing qui est au plus proche du terrain. Voilà. Après, c'est aussi des valeurs qu'on peut avoir. Donc nous, on veut privilégier l'achat français. Chez Restorien, on a plus de 90% de nos achats qui sont français. Donc évidemment, pour les produits bio, c'était pareil. Donc on s'est mis la contrainte du bio français et du bio au maximum local. Donc notre coordinateur, il va chercher du bio, du local. Quand c'est les deux, c'est combo gagnant. C'est génial. Et par contre, de toute façon, c'est français. Donc des fois, quand on a des pénuries ou qu'on a des ruptures, on peut déroger. On se dit, alors est-ce que je prends quand même du bio, mais qui n'est pas français, ou je passe sur du conventionnel qui est français. Et voilà, donc en fait, c'est ça aussi une démarche RSE, c'est de se dire, on a plein de critères, et on essaie de privilégier, parce que nos clients aujourd'hui, ils nous demandent plus de local que de bio. C'est ça la vraie vie. Et même si le local, il n'est pas toujours engagé au niveau environnemental. Donc, mais c'est ce qu'on nous demande. Mais par contre, ça, c'est pas Egalim. Le local n'est pas Egalim. Et on nous dit en même temps, on a des cahiers des charges qui sortent avec des taux de local à 40%. Hein. Et donc là, on se dit, ok, comment je manœuvre dans tout ça pour que à la fois je privilégie l'ancrage territorial et à la fois je privilégie la montée du bio. Voilà. C'est un peu toutes ces injonctions qu'on essaie d'avoir pour se dire, ça va évoluer, mais nous, ça peut être que des évolutions au fur et à mesure. Et la perspective qu'on a dans les 2 ans, c'est là, on est monté à 13,6, on espère aller à 15. Mais si après, il n'y a pas plus de financement sur le bio, sur toute la filière, on ne sait pas comment on peut évoluer, quoi. Nous, aujourd'hui, on est sur un marché où, franchement, il y a des difficultés de financement. On a vu cette année, là, sur la dernière campagne d'appel d'offres, on a vu des régressions de clients qu'on a et qui ont lancé un appel d'offres, qui nous ont reconduits. On en a 50% qui ont reconduit, mais en enlevant un élément de repas ou un demi-élément de repas pour gagner financièrement. Et d'autres 30% qui ont réduit le taux de bio. Donc ils sont passés de 40 à 30 ou de 30 à 20. Donc ils sont toujours conformes Egalim, mais ils ont réduit parce que financièrement, ils n'ont plus la capacité. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte dans l'évolution du bio dans les achats. Laetitia, vous l'avez rappelé, de toute façon, aujourd'hui, effectivement, depuis 3 ans, le taux de bio en restauration collective plafonne sous les 7%. Vous avez rappelé le chiffre de 14% chez Restoria. Vous faites partie aussi de ces sociétés de restauration collective qui dynamisent aussi, qui impulsent une dynamique pour introduire plus de produits de qualité durable. Bon, je pourrais citer 1001 repas, je pourrais citer Elior. Il y a tout un collectif. Et d'ailleurs, c'est ce que travaille le syndicat national de la restauration collective aujourd'hui. Donc, saluons ce travail-là au niveau des sociétés. Je me retourne du côté de David, puisqu'il a été évoqué effectivement la situation un petit peu des marchés publics. Aujourd'hui, Biocop, vous arrivez avec une offre 100% bio. Aujourd'hui, on voit que le Conseil national de la restauration collective et le ministère de l'Agriculture travaillent au sein d'un GT Économie sur un closier. Peut-être pouvez-vous nous partager un petit peu le fruit de votre expérience et peut-être aussi votre aspiration à imaginer comment faire en sorte de pouvoir répondre à plus de marchés bio demain. Ouais, merci Julien, ça va rejoindre ce qui vient d'être dit de toute façon, parce que je crois que ça a été dit tout à l'heure où les stats à aujourd'hui c'est 6,2, précisément si j'ai bien entendu. Donc 6,2 quand la loi Egalim est à 20%. Donc déjà, je pense que c'est déjà important de rappeler l'objectif de la loi Egalim, 20%, 6,2. Je pense qu'il y a l'objectif, c'est quand même certainement de lever des freins structurels dans la composition des appels d'offres et le frein notamment à mettre du bio dans les appels d'offres. Je pense qu'on a un vrai sujet peut-être aussi de méconnaissance de la part des acheteurs
peut-être une appréhension aussi de la part des acheteurs de mettre du bio dans les appels d'offres. Je pense que ça, c'est important de le soulever aussi. Ça manque certainement d'informations au niveau national pour expliquer aussi comment mettre du bio dans les appels d'offres. Ça manque certainement de formation. Donc on parlait d'information, mais il y a aussi de la formation. Sortir aussi peut-être des idées préconçues en se disant le bio, c'est pas bon, ce genre de choses, alors qu'on sait que le bio, c'est bon. Et en plus, c'est bon pour la santé. Donc vous voyez, donc je pense qu'il y a vraiment cette notion d'information et de formation. Je vais rejoindre ce qui a été dit. Nous, à aujourd'hui, le premier frein véritablement qu'on rencontre, c'est le problème d'allotissement. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, les appels d'offres sont mélangés avec à la fois du conventionnel, de la bio, mélange de labels. Et des spécialistes 100% bio comme nous. Mais on n'est pas les seuls, hein, Biocop Restauration. Il y a d'autres spécialistes 100% bio qui sont aussi extrêmement performants sur le territoire, ne peuvent pas répondre à ces lots-là parce qu'il n'y a pas de lot 100% bio. Or, je rappelle, on doit faire des lots 100% bio. Si on veut atteindre l'objectif des 20%, faisons des lots 100% bio. Et ça, c'est possible et on doit le faire. Et donc ça, il y a un manque d'information là-dessus. Et ça fait la part belle à tous ces acteurs qui font à la fois du conventionnel et de la bio. Et quand ils n'ont pas la possibilité de proposer de la bio, eh ben, ils remplacent par du conventionnel. Donc ça, c'est un vrai frein pour tous les acteurs à aujourd'hui, on en parlait, pour pouvoir favoriser le développement de la bio. Je vais vous donner un chiffre. L'année dernière, en 2024, sur l'intégralité des appels d'offres qui sont tombés, on n'a pas pu répondre à 65% des appels d'offres chez Biocop Restauration. 65%. Pourquoi ? Parce que les appels d'offres étaient mélangés. Il y avait du conventionnel, il y avait de la bio, il y avait des mélanges de labels. Et comme nous, on est 100% bio, on a l'obligation de répondre à toutes les lignes et on a l'obligation de répondre à 100% bio. Donc voilà, donc ça c'est un vrai frein, la formation, l'information, la possibilité de créer des lots 100% bio. Voilà. Juste peut-être pour préciser, est-ce que c'est plutôt lié à certains secteurs d'activité, ce constat-là, ou c'est vraiment sur l'hospitalier, le scolaire Non, c'est véritablement sur tous les secteurs. Et en plus, si on parle du coût de la santé, et là je rejoins, il y a aussi une notion de prix. C'est-à-dire qu'il faut aussi que la santé puisse avoir des moyens, un peu plus de moyens pour pouvoir proposer une offre bio. Enfin, on le sait bien, là j'ai des confrères dans la salle, là, on voit bien que c'est difficile aussi de donner la possibilité à l'univers de la santé médicale de proposer une gamme bio parce qu'ils n'ont pas de moyens, quoi. Donc tous les secteurs sont concernés et d'un point de vue juste moyen, la santé encore plus. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a le réseau Manger Bio aussi qui est là. Il y a d'autres qui sont confrontés à la même situation. Avant de laisser le mot de la fin à Blandine et Floriane, notamment sur la question de votre cuisine pédagogique, que j'aimerais vraiment que vous puissiez mettre en avant dans cette conférence, je vais redonner la main à Laetitia, un peu pour repréciser la politique RSE du groupe Restoria. Vous avez évoqué effectivement le sourcing produit. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu l'accompagnement que vous faites avec les collectivités pour justement tendre vers le 20% bio? Donc nous, on a une démarche RSE qui est assez ancienne, hein, elle date des années 2000. Mais au départ, on faisait de la RSE sans le savoir, un peu comme tout le monde. Après, on s'est vraiment structuré parce qu'on s'est dit que si on voulait être là demain, il fallait qu'on intègre tous les enjeux. Et du coup, il y a 5 ans, on s'est dit, OK, on a une démarche RSE, on était labellisé Lucie, c'est un label développement durable, etc. On s'est dit, on a envie d'aller plus loin parce qu'en fait, finalement, OK, on fait des repas tous les jours, mais on n'a pas envie de les faire n'importe comment et on a une utilité sur la filière de faire bouger les choses et on avait besoin, quelque part, je pense, de l'inscrire encore plus dans l'ADN de l'entreprise. Et quand le statut de société à mission est sorti, on s'est dit c'est pour nous. Donc société à mission, ça permet de mettre dans ces statuts, de faire évoluer les statuts de l'entreprise et de mettre ce qu'on appelle une mission qui est composée d'une raison d'être. Cette raison d'être, c'est une phrase qui explique l'utilité de l'entreprise, ce qu'elle vise, les grands principes qu'elle a envie de soutenir. Et après, elle a des objectifs statutaires. Et ces objectifs, c'est les grands axes de travail qu'elle veut intégrer dans sa façon de travailler. Et donc du coup, une fois qu'on est société à mission, on rend des comptes, on est audité tous les 2 ans, on a un comité de mission composé de parties prenantes internes et externes. Donc Anthony BRL, entre autres, il est dans notre comité de mission.
Ce comité de mission, il vient nous challenger tous les ans. Il y a un rapport qui sort avec leur avis pour dire ok, ils respectent ou pas leur mission. Nous, dans notre mission, on a vraiment été sur un engagement pour l'alimentation durable et on a des engagements autour de la préservation de l'environnement, d'offrir une alimentation saine et engagée, de favoriser l'ancrage territorial et aussi d'avoir aussi une alimentation qui est accessible, qui assure quelque part qu'on prenne soin de nos équipes, qu'on prenne soin aussi des populations, des communautés qui sont autour de nous. Et donc tout ça, ça fait que on le traduit en indicateurs qu'on dit d'impact. Pour aller voir sur notre site internet, on a des indicateurs sur lesquels on rend compte, c'est chiffré, c'est audité. Et ça, en fait, c'est hyper structurant parce que du coup, ça nous oblige, on n'est pas sur un indicateur de moyens, on est vraiment en train de se dire, ok, comment moi j'impacte société de restauration collective. Donc par exemple, le pourcentage de produits bio, c'est un indicateur d'impact. L'empreinte carbone de nos repas, c'est un indicateur d'impact. Le pourcentage d'achat de proximité, on va retrouver aussi une note d'évaluation RSE de nos fournisseurs. Ça veut dire on va aller évaluer nos fournisseurs avec qui on travaille, on se dit comment ils intègrent la RSE, c'est quoi la note qu'on leur donne, et donc ça nous, quelque part, ça favorise le fait qu'on travaille avec des acteurs qui ont envie de faire bouger les choses. Donc il y a tout un tas d'indicateurs, il y a le fait maison, enfin voilà, c'est des marqueurs d'une alimentation durable, et ça, on l'a fait au niveau de l'entreprise, et après on se dit, c'est bien parce qu'on fait évoluer Restoria, mais nous on a un devoir de faire bouger les choses, et donc du coup, on l'a traduit au niveau d'un restaurant, et on a développé ce qu'on appelle un passeport pour ma restauration vraiment engagée. Et dans ce passeport, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouveau contrat avec une collectivité ou un acteur privé, on le fait avec tous nos clients, on va faire un diagnostic développement durable. Ce diagnostic, il est basé sur l'ISO 26000, sur l'alimentation durable. On a des objectifs quantitatifs, des critères qualitatifs, et ça donne une note. Donc après, le restaurant, il est au niveau apprenti, au niveau commis de cuisine, au niveau cuisinier, chef étoilé. Et derrière ça, c'est surtout de se dire, ça prend tous les marqueurs, donc le gaspillage, la proximité, l'ancrage, enfin tout y passe, la bio, tout. Et du coup, après, on se dit, une fois qu'on a ça, on fait le point avec le client, on lui donne un reporting annuel sur sa performance de restaurant durable. Et c'est surtout, on a un plan d'action pour monter ensemble, en fait, vers plus d'alimentation durable et poser les curseurs avec nos clients. Donc en fait, c'est aussi, quelque part, comme on le disait tout à l'heure, ça permet aussi de donner de la connaissance, d'apporter de l'expertise que nos clients, ils n'ont pas forcément, parce que nous, la restauration, on est un élément de leur projet durable, soit leur projet de commune, soit leur projet d'entreprise. Et finalement, on est un des éléments qui leur permettent de mettre plus de durabilité dans leur projet global. Et donc, du coup, on a vraiment à cœur de se dire, voilà ce que c'est l'alimentation durable, comment nous, on vous accompagne, les curseurs que vous pourriez pousser, et on a un plan d'action avec eux. Et donc, du coup, ça permet... Quand c'est des acteurs privés, ils peuvent faire évoluer le marché quand ils veulent, quelque part, plus facilement. Et sur les collectivités publiques, on a construit, des fois avec des collectivités, comme ça, pour faire avancer. Et à l'appel d'offres suivante, ils montent les curseurs. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire évoluer, mais c'est aussi en amenant l'expertise, en partageant les enjeux de chacun. Et en se disant, voilà, comment nous, ensemble, on réfléchit. Des fois, ils arrivent, on veut tel producteur, on leur dit, OK, on va aller le voir, on va aller voir ses contraintes, on va aller vérifier si, en termes de sécurité alimentaire, c'est OK ou pas. Enfin, il y a des petites règles à respecter quand même. Mais voilà, c'est aussi parce que tout le monde s'y met qu'on avance. Voilà. Merci Laetitia d'avoir rappelé en fait l'accompagnement que vous réalisez quotidiennement avec vos fournisseurs. David, tu voulais dire un truc avant que... Oui, juste avant, je voulais te dire aussi que c'est aussi une question de volonté et d'engagement. On voit l'exemple précis comme quoi c'est possible quand on le veut. Il y a des communes aujourd'hui qui sont quasiment à 100% de bio. Donc la ville de Rennes, par exemple, se donne comme objectif d'être à 100% bio à horizon 2030. Donc il y a des vraies volontés, donc il y a aussi une volonté de le faire. D'ailleurs, on vient d'éditer un petit livre qui est disponible sur notre stand où on a en fait les pourcentages de bio sur un certain nombre de collectivités. Donc vous pourrez en prendre connaissance pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc c'est possible. Voilà. Du coup, pour conclure, je vais relaisser la parole à Floriane et à Blandine parce que en fait, la cuisine centrale de Caluret Cuire a eu aussi un projet qui rend en fait la cuisine et qui répond en fait un peu au thème de la conférence qui était au cœur des villes et des villages, le bio pour tous les âges. Il y a cette question de cohésion sociale, il y a cette question de formation, d'accompagnement qui a été évoquée, sourcing produit. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous avez repensé en fait la cuisine centrale au cœur en fait de la ville de Caluret Cuire et
quels objectifs elle répond et quel accompagnement vous voulez y mettre pour la suite. Alors c'est vrai que quand on a fait le projet de la nouvelle cuisine centrale, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire juste un outil de production. On voulait que ce bâtiment il soit connu aussi des Caluire-Art et on le voulait ouvert à l'extérieur. Et depuis le début, on savait qu'on allait mettre une cuisine pédagogique et une salle de réunion attenante pour pouvoir prendre des demi-groupes de classe, entre autres. C'était déjà quelque chose que l'on faisait avant, mais là, il fallait même le développer au-delà des enfants. Et donc voilà, il y avait une notion de transmission, une notion de dire aux enfants aussi, cuisiner, c'est facile en fait, il faut juste s'y mettre. Donc c'était ce but-là. Donc je vais passer le micro à Floriane puisqu'elle a développé, elle est chef de projet alimentation et développement durable au sein du service et elle se charge justement de développer tous ces ateliers-là, pas seulement pour les enfants, mais beaucoup plus large. Du coup, c'est vrai que la cuisine pédagogique a vraiment été créée pour les enfants essentiellement. Mais en faisant un recensement des besoins sur notre collectivité, on s'est dit pas que les enfants. Du coup, elle vient vraiment toucher toutes les tranches d'âge. On part des crèches, en passant par le relais d'assistantes maternelles aussi pour former les assistantes maternelles. On vient toucher le service éducation, donc tous les scolaires, nos centres sociaux, Caluire, centres de loisirs. On passe aussi par nos seniors, on ne les oublie pas. Ils sont déjà venus visiter notre cuisine centrale et du coup, on a pour but aussi de cuisiner avec eux. On a aussi pensé au public précaire qui bénéficie du RSA, en partenariat notamment avec la Banque alimentaire. Donc voilà, on vient vraiment toucher toutes les tranches d'âge et pour que ça soit un projet réellement intergénérationnel et que ça vienne toucher tous les Caluire-Art. Mais elle a aussi pour but de former, c'est-à-dire qu'on a organisé déjà une masterclass sur des plats végétariens, donc pour nos cuisiniers et à destination aussi des cuisiniers des autres cuisines centrales de la métropole de Lyon. Donc on a accueilli 5 ou 6 communes qui sont venues sur notre cuisine pour cette masterclass avec un fournisseur. Et on a pour but d'en organiser une deuxième. On aimerait bien en faire 2-3 dans l'année aussi parce que c'est important de former nos cuisiniers qui portent aussi ces valeurs-là et de les mettre en avant. Et horizon 2026, c'est de tendre aussi vers un circuit éducatif complet avec notre ferme urbaine et que vraiment les enfants aient un parcours éducatif du champ à l'assiette au final, qui passe par la ferme, la plateforme de compostage et qui après ils viennent cuisiner à la cuisine pédagogique. Voilà. Merci Floriane. Juste peut-être une petite question à vous deux. Est-ce que ça a été facile en fait de faire travailler les différents services de la ville parce que vous avez abordé la question et en plus de travailler sous l'angle de la formation, sachant que c'est ouvert du coup à l'Interco, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça a été travaillé, la sensibilisation? Du coup, ça a vraiment été travaillé en mode projet. On a commencé à recenser les besoins dans des réunions d'encadrant. On a recensé les besoins des différents services et après on allait chercher les services par des différents groupes de travail. On les a réunis par secteur d'activité. Et là, on a allé creuser avec eux, on a monté le projet, savoir ce qui les intéressait, comment ils avaient envie de faire vivre cette cuisine pédagogique avec nous. Et voilà, petit à petit, on a monté les ateliers et on avance comme ça. Sur l'année 2025-2026, donc année scolaire, on a pour but de faire environ entre 30 et 40 ateliers pédagogiques, plus les masterclass après qu'on va chercher, on étend à la métropole. Et pour les autres collectivités, puisque vous avez évoqué des formations de chefs du coup, ou du personnel qui vient sur cette cuisine, vous avez déjà commencé. Comment ça a été travaillé du coup Du coup, là, on est passé par notre réseau de responsables de cuisine centrale et de diététiciennes de la métropole. Donc, on est passé par ce réseau-là et un de nos fournisseurs qui est venu nous aider, qui ont l'habitude d'organiser des ateliers culinaires et qui est venu du coup organiser cet atelier. On a monté l'atelier avec lui et il a fait une petite formation sur tout ce qui est végétarien, notamment les légumineuses.
Et après, on est passé en cuisine et on a allé cuisiner. Eh bien, merci beaucoup. Je regarde. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un temps d'échange questions-réponses parce que normalement, on s'achève à 13h15. Il me reste à remercier les différents intervenants. Un grand merci pour la préparation et pour vos interventions très riches. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir un petit temps d'échange. Peut-être une question, je ne sais pas. Je regarde la régie. J'ai le droit à une question. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour. J'ai une question sur le lien entre Flora Vigreux, je suis chef du service commande publique de l'OFB, mais dans le passé, j'ai travaillé sur la loi Egalim dans les GT nationaux, donc je connais bien le dispositif. Et on a beaucoup promu les achats équitables aussi, et la partie sociale en fait des achats. Et ma question, c'est par rapport aux régressions que vous évoquiez. Nous, on avait identifié un levier à l'époque qui était quand même de travailler sur les aspects d'économie sociale et solidaire de façon complémentaire avec la partie environnementale pour emmener davantage, notamment les élus, mais pas que. Et demain, il va y avoir des obligations de prévoir des clauses sociales dans les gros marchés à partir d'août 2026. Donc ça veut dire que concrètement, il y aura des exigences aussi sociales très concrètes qui peuvent passer par de l'insertion, par également de l'équitable. Sachant que l'équitable est prévu dans la loi Egalim, en complément, et que l'équitable France se développe, est-ce que dans vos offres aussi, vous développez pas seulement l'aspect purement local, mais des partenariats avec les nouvelles filières équitables France, qui sont, à mon sens, un enjeu important pour aussi revaloriser le bio, qui n'est pas seulement un enjeu environnemental, mais derrière aussi un enjeu social. Je vous laisse répondre, l'un d'entre vous, et j'aurai probablement une deuxième question. En tous les cas, moi, si je peux répondre, chez Biocop, évidemment, je vous disais tout à l'heure, Biocop, c'est 21% de commerce équitable. Donc, nous, évidemment, sur une proposition d'offres équitables, évidemment, et dans notre RSE, évidemment. Donc, ça ne peut aller que dans notre sens, évidemment, ce genre d'avancée. Je ne sais pas si... Nous, on en a déjà un petit peu, mais l'offre aujourd'hui, elle n'est pas très développée. Du coup, c'est quand même pas aujourd'hui, enfin, c'est un axe qu'on aura, mais aujourd'hui, il n'y a pas assez d'offres, on va dire, qui restent accessibles en termes de prix pour nous, aujourd'hui, hein, clairement. Et je ne sais pas si les acheteurs publics ont bien connaissance de la notion de commerce équitable. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la bio. Je ne suis pas sûr que la notion de commerce équitable soit bien connue en tous les cas. Vous voyez, ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'information et la formation, quoi. Bonjour, Marie-Pierre Mambrive de l'Association de l'alimentation durable. Je suis aussi une maman et je suis assez attristée de voir qu'il y a une régression dans les attentes de bio, dans les cahiers des charges. Moi, je crois beaucoup à la mobilisation citoyenne à l'approche des élections municipales. Avec différentes associations, on a lancé un manifeste pour le bien manger à l'école. Bien sûr, on parle de bio dedans. On serait très heureux que les participants à cette table ronde et le public le signent, le soutiennent et invitent les candidats dans leur commune à s'engager. Parce que si ça ne vient pas d'en haut, il faut que ça vienne d'en bas et il faut que ce soit ensemble. Merci à tous. Bravo. Écoutez, merci à tous. Si vous voulez continuer les échanges, c'est possible 5 minutes ici et après sur notre stand Agence Bio qui est juste à côté où nous aurons Francine Liu, ambassadrice Cuisine en Plus Bio, avec mes collègues Laura et Juliette qui sont là, qui vous accueilleront avec plaisir. Et puis saluer aussi et remercier les acteurs pour ce que nous avons avec Restoria Wilfried Roulier qui est ambassadeur de la campagne Cuisine en Plus Bio. Nous avons aussi le chef de Croque la Vie, qui s'appelle également Anthony, qui vient de rejoindre la campagne. Et j'espère peut-être qu'à lui récuire et peut-être des chefs engagés avec les fournisseurs. Voilà, merci à toutes et à tous.